Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info si vous nous rejoignez. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 31 août. Parmi les résultats sportifs du week-end, cette belle victoire pour l'AS Monaco Handball qui défiait hier soir le Cavigal Nice pour son entrée en lice en Coupe de France. Le résumé du match dans quelques instants. Michel Dotta est le nouveau président du Monte Carlo Golf Club. Il sera notre invité pour évoquer ses ambitions pour ce lieu emblématique de la Principauté. Nous recevrons ensuite Valérie Davenet pour faire le point sur la qualité de l'eau et de l'air après la vague touristique du mois d'août et les fortes chaleurs. Un cocon pour être au calme et au frais, la bouquinerie a été inaugurée cette semaine. Plus qu'une librairie là-bas, vous le verrez, les esprits se nourrissent autant que les papilles. Mais d'abord, direction le circuit de Zandvoort aux Pays-Bas. L'après-midi a été cauchemardesque pour Ferrari. Après le premier abandon de Lewis Hamilton avec la Scuderia en début de Grand Prix, Charles Leclerc a lui aussi été out après avoir été percuté par Antonelli. Les pilotes devront attendre le week-end prochain à Monza pour se révéler devant les tifosi. Pour l'heure, la course a été remportée par Oscar Piastri. Verstappen à domicile est deuxième et Isaac Hadjar troisième. Il s'agit de son premier podium en Formule 1 à seulement 20 ans. Il est le plus jeune pilote français de l'histoire à monter sur le podium. Avec cette nouvelle victoire, Oscar Piastri continue de creuser l'écart avec Lando Norris. Le pilote britannique a dû abandonner lui aussi à 7 tours de la fin à cause d'un problème de moteur. Hier soir, au gymnase des Moneghetti, l'AS Monaco Handball a parfaitement lancé sa saison. Pour le premier tour de la Coupe de France, les Rouges et Blancs ont largement dominé le Cavigal Nice sur le score sans appel de 44-27. Le résumé du match est signé Gaëtan Lebrun et Arnaud Humbert. Dès les premières minutes, les Monégasques ont imposé leur rythme, profitant d'une défense solide et d'attaques rapides pour creuser rapidement l'écart. À la pause, l'issue de la rencontre semblait déjà scellée. Portés par un collectif efficace et une belle réussite offensive, les joueurs de la Principauté n'ont jamais laissé leurs adversaires espérer un retour, s'assurant ainsi une qualification tranquille pour le deuxième tour de la Coupe de France. Ouais, c'est un match qu'on a pris par le bon bout. Je crois qu'au bout de quelques minutes, il y a peut-être 7-0. Donc on a tout de suite mis un peu une densité au niveau défensif et après on a monté les ballons avec une équipe jeune chez nous qui court vite vers l'avant. Donc c'est ce qu'on a travaillé pendant la préparation et c'est ce qu'on va essayer de faire tout au long de la saison. Donc je pense qu'on peut avoir une très bonne défense avec plein de joueurs qui courent vite vers l'avant et ce qui nous permettra de gagner des matchs peut-être sur l'aspect défense montée de balle. Ouais. Ce qui me plaît, c'est qu'on a été sérieux. On sort d'une longue préparation, on a repris le 27 juillet, ça fait déjà la 25e séance de travail depuis le 27 juillet. Donc vous voyez qu'on n'a pas chômé, on a vraiment travaillé. Donc ce qui m'a plu, c'est l'animation défensive. Vraiment, c'est sur ce, on va essayer de s'appuyer pour essayer de gagner le plus de matchs possible cette année et essayer de jouer la première place synonyme de remonter. Ce qui m'a plu aussi, c'est la rigueur en attaque. Maintenant, il y a encore du travail, notamment en attaque, pour éviter les 7 ou 8 pertes de balles. Parce que contre une équipe qui était un petit peu plus faible ce soir, ça passe, mais contre les équipes qui vont vouloir s'imposer contre Monaco, ça risque d'être plus difficile. Le président de l'AS Monaco Handball s'est montré satisfait de cette entrée en matière et a tenu à revenir sur les ambitions du club pour les années à venir. Alors, nous sommes partis cette année donc, avec notre équipe Fagnan en National 3 et les objectifs sont de remonter dès cette année. On a essayé de mettre en place un groupe pour. Nous allons continuer à développer le secteur féminin comme annoncé déjà la saison dernière, en leur amenant tout le soutien pour l'équipe première féminine, mais il ne faut pas oublier toutes nos jeunes joueuses. Ça part du moins de 13, moins de 15, moins de 17. Les écoles de handball sont très importantes. Prochain rendez-vous pour l'AS Monaco Handball en championnat avec un déplacement à Narbonne le 6 septembre. Après une finale d'une intensité folle, le Monaco Rugby Sevens s'est incliné face à l'Union Bordeaux-Bègles hier soir à Pau, 14-19. C'est donc l'UBB qui remporte la 3e étape de l'Inextenso Super Sevens. Monaco termine tout de même premier du classement général des 3 étapes et se qualifie donc pour les finales qui auront lieu à Paris, la Défense Arena, en février prochain. Les Monégasques retrouveront l'US Montauban Sevens en quart pour leur premier match dans la capitale.
À New York, l'US Open de tennis bat son plein et malheureusement pour le monégasque Romain Arnaud, l'aventure s'est arrêtée hier soir à l'issue de son premier match. Aux côtés de Rohan Bopanna, avec qui il formait un duo pour la toute première fois, le joueur s'est incliné en 2-7, 6-4, 6-3 face à la paire américaine Cash-Tracy. Hugo Nys, lui, est toujours en lice et jouera son deuxième tour ce soir à minuit heure française face à Kirkov Stevens. Michel Dotta est désormais le président du Monte Carlo Golf Club. Homme d'affaires, passionné d'immobilier et de sport, il succède à Maître Henri Rey, disparu en janvier dernier. Il est avec nous pour nous partager sa vision pour le futur du club. Bonsoir Michel Dotta, merci d'avoir accepté cette interview. Bonsoir à vous, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter la présidence du club ? Vous êtes un grand passionné de golf, c'est un sport que vous pratiquez depuis des dizaines d'années, en parallèle de votre carrière professionnelle ? Tout à fait, donc c'est un sport que je pratique depuis plus de 50 ans, donc ce n'est pas d'hier. Et pourquoi j'ai accepté la présidence du club ? Eh bien parce que notre président à l'époque, Maître Henri Rey, était fatigué depuis quelque temps et j'ai commencé à l'aider dans ses fonctions et donc à diriger le club en fait avec le directeur. Et puis tout naturellement, malheureusement d'ailleurs au décès de Maître Rey, j'ai été dans l'obligation et c'est quand même aussi un honneur de prendre la place de président de Monte Carlo Golf Club. Et en 2024, le Monte Carlo Golf Club a pris un tournant orienté en faveur de l'environnement. Vous avez obtenu le label Golf pour la biodiversité. Qu'est-ce qui a été mis en place pour obtenir ce label ? Alors, le label, nous l'avons depuis plusieurs années. Il est pour 5 années, donc c'est bon à savoir. Il est délivré par la Fédération française de golf, dont le président Pascal Guizot est très attentif à tout ce qui est environnemental pour le golf. Donc, nous avons eu plusieurs facteurs qui nous ont permis d'avoir ce label. Tout d'abord, nous avons remplacé nos voiturettes qui sont devenues des voiturettes électriques, mais aussi grâce à nos greenkeepers, c'est-à-dire les jardiniers qui s'occupent du parcours, nous avons réussi à créer un genre de produit naturel, c'est ça qui était notre force, qu'on appelle du mulch, qui nous a permis à base de copeaux de bois et de petites pierres volcaniques, qui nous a permis de maintenir un équilibre au niveau du parcours, à ce que le parcours est relativement en très 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 bon état, certainement le meilleur parcours de toute la région, et à diminuer les consommations d'eau, ce qui est très important actuellement, vous le savez, pour tout le monde. Et avec le budget restant, quels sont les projets pour 2025 ? Quelles sont les grandes lignes de votre programme, si je puis dire ? C'est un programme, cette année, plutôt d'entretien. Nous allons développer pas mal de nouveaux départs parce que dans le golf, comme c'est en plein air, vous le savez, surtout ici, on est quand même en zone semi-montagne, il est à 800 mètres d'altitude. Il est nécessaire d'être toujours attentif à l'entretien du parcours. Et puis peut-être nous allons essayer de modifier 1 ou 2 trous en fonction de nos budgets et des possibilités de réaliser. On peut penser parfois que le golf est un sport vieillissant. Qu'est-ce qui est mis en place pour attirer la jeunesse ? Nous sommes très ouverts à la jeunesse, puisque nous avons notre vice-président, Charles Henri Rey, donc le fils de Maître Rey, Henri, qui s'est investi dans l'école de golf. Et non seulement notre école de golf est gratuite, d'abord, au départ. Ensuite, elle était réservée aux membres depuis plusieurs années. Mais cette année, depuis le début de l'année scolaire 24-25, nous avons décidé de l'ouvrir à des jeunes qui ne sont pas fils de membres et qui s'intéresseraient au golf. Nous avons déjà eu une quinzaine de jeunes membres qui sont arrivés dans l'école de golf et nous allons encore la développer à la rentrée de septembre prochainement, donc maintenant. Vous faites bien de le rappeler pour les téléspectateurs qui seraient intéressés. Vous l'avez dit, enfin, le décès... Ils sont les bienvenus. Voilà, le message est passé. Une dernière question, le décès en janvier de Maître Henri Rey a marqué Monaco. Vous étiez proche depuis plus de 50 ans. Il était plus qu'un ami pour vous ? Alors, c'était d'abord, j'ai pas pu vous parler vraiment du golf, mais le golf, c'est un sport de stratégie.
C'est un sport de précision, c'est un sport de patience aussi, mais aussi c'est un sport de convivialité. Puisque, à la différence du tennis ou de paddle par exemple, vous n'avez pas d'adversaire. C'est un partenaire de golf puisqu'on joue contre le parcours. Et lui, le parcours, il est immuable. Ce qui fait qu'on s'encourage à mieux jouer. Et j'ai joué avec Maître Henri Rey un petit peu partout en Europe, notamment en Suisse à l'époque, dans l'équipe Monaco. Et on était partenaires, donc en double. Donc un partenaire, c'est quelqu'un avec qui on se soutient, on s'aide. Et c'est quelqu'un qui était très 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 proche de moi, comme j'étais très très proche de lui depuis toujours, quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur l'hommage qui lui sera rendu ? Avec plaisir. Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, a accepté de vouloir bien inaugurer une pierre commémorative. C'est une pierre commémorative que nous avions déjà posée pour son grand-père, donc le Prince Pierre, qui a été à l'origine du renouveau du golf de Monte-Carlo, puis ensuite de Maître Jean-Charles Rey, qui a été bien sûr une très très grande figure de la principauté et du golf. Et enfin, donc, en tout bien, tout honneur, il était tout à fait normal que nous mettions aussi une pierre commémorative en l'honneur de Maître Henri Rey, une pierre qui est où tout le monde passe devant, donc tout le monde peut voir le message et l'hommage que tous les membres du Monte Carlo Golf Club rendent à Maître Henri Rey. Voilà. Merci beaucoup Michel Dota d'avoir été notre invité sur Monaco Info. Merci beaucoup et à vous et à bientôt. Après plusieurs années de discussions, ça y est, le Stade Louis II va s'offrir un lifting en profondeur. Étalé sur 10 années, les travaux de rénovation commenceront demain avec une première phase focalisée notamment sur les tribunes. Les détails dans ce reportage de Yannick Debever et Camille Canoni. Le Stade Louis II a fêté ses 40 ans en début d'année, un âge auquel on commence à voir les rides apparaître. L'opération lifting de l'enceinte sportive commence donc ce lundi et s'achèvera en 2035. Première étape dans ces travaux, la rénovation des tribunes, des buvettes et des sanitaires. Les travaux qui vont commencer à partir de lundi, c'est de démontage des sièges. Une bonne grosse phase. Après, on vient repréparer tous les supports, préparer, poncer l'ancienne étanchéité et on va refaire l'étanchéité et remettre des sièges neufs. Et après aussi en parallèle, pour chaque zone de travaux, on va refaire des sanitaires à neuf et en nombre suffisant, adaptés PMR, et aussi des buvettes, des espaces de buvettes en nombre suffisant par rapport au nombre de places assises. Les sièges jaunes iconiques vont disparaître, la fin d'une ère pour la section football, mais les travaux concerneront bel et bien l'ensemble des associations installées dans l'enceinte du Louis II. On commence pendant 2 ans donc, sur cette opération que vous voyez aujourd'hui. Et puis après, on s'attaquera vraiment plus à l'intérieur du stade, toujours en collaboration très étroite avec les associations et les fédérations, parce que ça c'est très important. Il faut que tout le monde ait le même niveau d'information pour n'inquiéter personne et surtout pour que le travail qu'on va faire pendant les 10 années qui arrivent soit en relation avec leurs souhaits, puisque c'est eux qui travaillent au quotidien dans nos salles. L'ensemble du projet de rénovation sera dévoilé dans quelques jours lors de la conférence de presse de rentrée du gouvernement princier. Un stade que fréquentera désormais Stanis Idumbo, le milieu de terrain offensif international espoir belge de 20 ans, s'est engagé pour 5 saisons et est désormais lié à l'AS Monaco FC jusqu'au 30 juin 2030. Il se distingue par sa vitesse et son explosivité, précise le club. Après des expériences en Belgique, aux Pays-Bas et en Espagne, Stanis Idumbo s'apprête donc à découvrir le championnat de France sous le maillot de la diagonale floquée du numéro 17. Les grandes vacances s'achèvent dans une semaine en principauté. Ce sont donc les derniers instants pour profiter des plages qui chaque été sont surveillées de près. Christophe Paco s'est entretenu avec Valérie Davenet, directeur de l'environnement, pour faire le point sur la qualité de l'eau mais aussi de l'air dans notre pays. Bonsoir. Dans cette période de l'été, il a déjà connu en tout cas 2 périodes caniculaires. Comment est l'état de notre air aujourd'hui, de notre eau aussi? Est-ce que tout va bien à Monaco? On a des réseaux de surveillance, comme vous le savez, avec un maillage sur l'ensemble du territoire. Les deux sont pas liés, évidemment, eau, air, mais en tout cas le principe est le même, c'est-à-dire accumuler de la donnée à l'instant T,
à court terme, à moyen terme et à long terme, et effectivement essayer de minimiser des épisodes de pollution, de connaître les sources et éventuellement d'alerter la population et de réduire les risques. La canicule, c'est ce qui est le plus inquiétant pour nous aujourd'hui. Il y a d'autres éléments comme les vents du désert par période? Il y a eu pas mal de l'année dernière et cette année. Les vents du désert, c'est un phénomène naturel finalement, mais qui amène des particules. Et effectivement, la qualité de l'air peut être impactée par l'arrivée de ces particules. Et les particules, le problème des particules, il y a d'autres composants qui sont aussi impactants sur la santé humaine dans l'air. Mais en tout cas, sur les particules, plus elles sont fines et plus elles vont pénétrer dans les poumons. Donc effectivement, sur les personnes vulnérables, fragiles, etc., il y a des précautions à prendre quand il y a, pour revenir sur les particules désertiques, ces phénomènes et ces épisodes qui nous amènent ces particules ici dans la région. Parlons de l'air justement. Depuis le début de l'été, il a été plutôt correct ou sérieusement pollué? Alors cette année, on n'a pas eu d'alerte. On mesure l'entièreté des composants à risque et qui font des normes, qui sont normés en tout cas, pour évaluer la qualité de l'air. Le plus souvent en été quand il y a des canicules, puisque vous parlez des canicules, il y a effectivement des risques de pollution à l'ozone. Cette année, on n'a pas été en alerte ou en préalerte sur l'ozone. On a frôlé les 2 semaines de canicule en juin et puis la dernière semaine, là, des taux un petit peu importants, mais qui n'étaient pas en seuil d'information. Donc, on n'a pas déclenché d'alerte. Et puis évidemment, cette période estivale, même si on arrive à la fin du mois d'août, l'eau finalement était de bonne qualité quand on sait que ailleurs, pas très loin de chez nous, je parle par exemple de Cagnes-sur-Mer, ça a été plus compliqué pour maintenir des plages ouvertes tout simplement. Oui, Monaco, nous en tout cas, nous avons un laboratoire avec des biologistes au sein de la direction de l'environnement. Nous faisons 6 prélèvements en moyenne toutes les semaines. Et vu que nous avons un laboratoire avec nos propres analyses, nous pouvons intervenir pour surveiller notamment la partie microbiologique, mais aussi les caractères physico-chimiques de l'eau de mer, et plus particulièrement sur les zones de baignade, puisque c'est là où le risque pour les baigneurs peut être, si on parle en termes de santé pour les baigneurs, je ne parle pas des écosystèmes, c'est 2 choses totalement différentes qu'on suit par ailleurs, mais qui ne sont pas liées directement. En tout cas, sur Monaco, les eaux usées sont toutes reprises dans la station d'épuration. Donc en fin de compte, le risque d'avoir des rejets comme des vallons ou des rejets sauvages ou des rejets industriels qui se déversent au niveau des zones de baignade, sur Monaco, en fait, ce risque est minime. Et c'est pour cela aussi que nos eaux de baignade sont de bonne qualité en général à Monaco. En conclusion, un fait qui est d'ordre estival, et bien sûr, c'est la surpopulation, la surfréquentation. Le nombre de bateaux aussi de plus en plus nombreux, peut-être ces bateaux de croisière qui posent toujours autant de problèmes, peut-être dans l'air, avec des feux de cheminée par exemple, ou des cheminées toujours en route. J'ai vu dans d'autres ports que Monaco, qu'il y avait à chaque fois des petits conflits pour faire entrer certains bateaux. Ça joue là-dessus aussi sur le nombre de plus en plus élevé de passages, hommes, terrestres, ou sur la mer. Sur les bateaux, la question qui est à l'ordre du jour, en tout cas en Méditerranée particulièrement et à Monaco depuis longtemps, c'était la pollution de l'air par les bateaux. Et comme vous le savez, Monaco a été un des premiers à mettre une réglementation pour que les bateaux qui arrivent à Monaco aient des carburants qui sont très peu soufrés, avec une concentration en soufre inférieure à 0,1%. Maintenant, beaucoup de côtes méditerranéennes ont adopté cette réglementation. Ça veut dire que les taux de soufre ont énormément baissé. Nous faisons des contrôles avec la direction des affaires maritimes sur les cuves aussi, des bateaux, sur tous les bateaux qui arrivent en principauté, en tout cas les bateaux de croisière. Ça permet d'avoir une garantie, puisque la pollution par les carburants, c'est celle qui va aller évidemment dans l'air. Il faut tout surveiller, bien sûr. On est un peu rassuré ce soir avec tous ces éléments de contrôle que vous nous donnez, Valérie Davenet. On sait que même les bateaux, c'est un mode de locomotion maintenant différent pour les faire arriver jusqu'à nous. Ça, c'est intéressant. Et on n'oublie pas plutôt toujours notre quête d'arriver à 0 déchet plastique un jour. On n'en est pas loin. On se bat encore et toujours, n'est-ce pas ?
Oui, c'est une des grosses actions qui sont menées par le gouvernement. On a fixé cet objectif, évidemment pour réduire les gaz à effet de serre et aussi surtout pour éviter l'impact sur les eaux, puisque les plastiques, et maintenant tout le monde le sait, la mer Méditerranée, comme beaucoup de mers, est extrêmement polluée par les plastiques et les microplastiques, notamment tous ceux que nous ne voyons pas, mais qui sont ancrés dans la chaîne alimentaire. Donc, les plastiques à usage unique, surtout qui sont faciles à substituer, ne doivent plus aujourd'hui être dans nos consommations courantes. Si on a un message à faire passer, c'est celui-là. C'est un long combat en tout cas. La mer commence ici, n'oubliez jamais, vous les terriens qui nous regardez aujourd'hui, comme nous aujourd'hui, les pieds fixés au sol. Merci Valérie Davenet d'avoir pris du temps pour nous et de nous rappeler que tout est sous contrôle à Monaco, dans les airs, comme sur les flots pour l'instant. Merci à vous en tout cas. Merci, c'était un plaisir, merci beaucoup. Créée pour réduire la fracture numérique, la Maison du Numérique située dans les jardins d'Apolline est depuis 2 ans un lieu incontournable pour les monégasques, les résidents mais aussi les travailleurs de la principauté. Elle propose une assistance en cas de difficulté et beaucoup d'autres services, comme nous l'explique Gaëtan Lebrun sur les images d'Arnaud Imbert. Accessibilité et pédagogie, la Maison du Numérique se veut un lieu ouvert à tous les publics. Une équipe bilingue accompagne les visiteurs avec un objectif clair, réduire la fracture numérique et simplifier la vie quotidienne. Les problématiques que les personnes qui viennent à la Maison du Numérique nous apportent, on les partage entre nous. Et autour de ces problématiques, on va créer différents axes et ces sujets vont naître de leurs besoins. On utilise aussi les tendances, en fait, l'actualité, pour voir un peu ce qui révolutionne le numérique dans le monde. Et voilà, c'est sur ces 2 bases qu'on va créer tel ou tel sujet. Là, pour vous en citer quelques-uns, donc, qui ont beaucoup marché cet été, ça va être l'atelier sur les arnaques en ligne, un atelier qui est très pratique dans lequel on va montrer des exemples, on va mettre les participants dans des cas pratiques pour leur expliquer sur quoi faire attention, comment intervenir si jamais ils ont un problème. Et on a aussi forcément ChatGPT qui est toujours dans l'actualité depuis au moins 1 an déjà, qu'on utilise justement pour expliquer un peu cette révolution, inviter les gens à l'essayer, le tester et le comprendre. Chaque jour, des ateliers sont proposés pour découvrir, apprendre ou se perfectionner dans l'usage des outils numériques. Réseaux sociaux, démarches en ligne, applications mobiles ou encore initiation aux nouvelles technologies. Dans les grands axes de la Maison du Numérique, donc on a cette aide qui est en direct, sans rendez-vous pour toutes les personnes qui ont une problématique. On rencontre aussi donc les ateliers, on en a plus de 25 aujourd'hui à disposition qui sont sur réservation et gratuits. Et on propose aussi maintenant des conférences. Donc la prochaine date, ça sera du 4 au 7 novembre, l'Immersive Week qu'on renouvelle chaque année pour justement inviter les gens à s'instruire et à se renseigner un peu plus loin sur le numérique. La Maison du Numérique continue d'innover et d'accompagner les résidents pour que le numérique reste un outil au service de tous. Et à 2 pas de là, une adresse qui deviendra certainement tout aussi incontournable. La Bouquinerie a ouvert ses portes cette semaine. Plus qu'une librairie, ce commerce permet aux amateurs de lecture de se retrouver autour d'un café dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Yannick de Bever s'est rendu sur place. Située dans les jardins d'Apolline, la Bouquinerie a ouvert ses portes ce mercredi. Il s'agit d'une librairie-café dans laquelle tous les amateurs de lecture pourront venir acheter leurs livres et échanger autour de leur passion. Outre la volonté politique d'implanter un espace culturel de ce type à Monaco, c'était vraiment la passion du livre qu'on a avec mon épouse. On voulait créer un lieu de rencontre, de partage, qui se veut ouvert à tous et dans lequel on se sente bien. L'idée est née il y a 4 ans et développée ensuite en partenariat avec le gouvernement monégasque. Les étagères ne comportent aujourd'hui qu'une centaine de références, mais elles seront pleines d'ici quelques semaines. Les boissons, quant à elles, sont bien arrivées et vous ne trouverez que du naturel à la Bouquinerie, un endroit finalement pour cultiver le corps et l'esprit. Aujourd'hui, l'absence de librairie se faisait ressentir, ou du moins c'est ce qu'on a pu avoir comme sentiment lorsqu'on discutait avec les gens. Nous, notre but, c'est, comme je disais, c'est vraiment avoir un lieu de convivialité, de rencontre. Donc on aimerait aujourd'hui être le lieu de discussion littéraire. Des événements auront lieu tout au long de l'année entre clubs littéraires et rencontres d'auteurs. La Bouquinerie est ouverte tous les jours de la semaine entre 10h et 19h et le samedi jusqu'à 16h.
C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À venir, la météo de Christine Datomel et puis ne manquez pas demain, premier jour du mois de septembre, la sortie d'un nouveau podcast Monaco Info. Gardien légendaire de l'AS Monaco FC au palmarès remarquable, Jean-Luc Ettori a répondu aux questions de Geneviève Berthy. Demain, aux commandes de votre journal, vous retrouverez Christophe Paco. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à tous. Lundi 1er septembre, Monaco débutera la semaine sous un ciel ensoleillé avec quelques passages nuageux. Les températures seront agréables, autour de 20 degrés au petit matin et jusqu'à 26 degrés dans l'après-midi. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.